Je m'appelle Anna, j'ai 32 ans, et mardi dernier, mon patron a effacé 1 an de mon travail sous mes yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce petit sourire suffisant qu'il arborait toujours, et a dit « Ce serveur n'est pas conforme à notre nouvelle initiative axée sur le cloud. Vous allez devoir tout recommencer. » Le projet, celui qui devait faire économiser des millions à l'entreprise, celui pour lequel j'avais sacrifié toutes mes soirées et tous mes week-ends, avait disparu. Juste un répertoire vide et un curseur qui clignotait en retour. Il s'attendait à ce que je pleure, que je supplie, que je panique. Mais c'est autre chose qui s'est produit. Et si vous restez avec moi, je vous raconterai toute l'histoire de comment cette seule et catastrophique frappe au clavier a conduit à sa ruine complète et à ma vengeance ultime. Et maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus vite possible. Merci. Quand j'ai commencé chez Innovate Logistics il y a 5 ans, c'était un monde différent. L'entreprise était plus petite, plus débrouillarde, et on s'y sentait comme dans une famille. Mon titre était « Analyste des systèmes ». Mais en réalité, j'étais à la fois la concierge numérique, l'architecte et la chirurgienne d'urgence. Les systèmes existants étaient un assemblage de logiciels obsolètes et de feuilles de calcul alambiquées, qui tenaient grâce à l'espoir et à la pure volonté des personnes qui les utilisaient. J'adorais ça. Je ne le voyais pas comme un désordre, mais comme un immense et magnifique puzzle qui n'attendait que quelqu'un pour le résoudre. Mon premier projet a été de démêler le processus de la commande à l'encaissement, un système si défaillant que des factures se perdaient régulièrement pendant des mois, coûtant une petite fortune à l'entreprise. J'ai passé 3 mois enfoui dans du code que personne n'avait regardé depuis 2008, à interroger des employés de comptabilité frustrés et à cartographier chaque point de défaillance. J'ai construit un nouveau processus rationalisé en partant de zéro. Ce n'était pas tape à l'œil, mais ça fonctionnait. Cela a réduit les erreurs de facturation de 95% dès le premier trimestre. Personne n'a organisé de défilé, mais la directrice de la comptabilité, une adorable femme plus âgée nommée Carole, m'a apporté une boîte de biscuits faits maison et m'a dit que j'étais une magicienne. Pour moi, à 27 ans, c'était mieux que n'importe quelle prime. Ce succès est devenu ma carte de visite. Chaque fois que quelque chose de numérique était cassé, inefficace ou tout simplement impossible, l'appel était lancé. Allez chercher Anna. Je suis devenue la fondation de l'entreprise. J'ai construit le système de suivi des stocks, la base de données de gestion de la relation client, le portail de communication interne. Chacun d'eux était mon bébé, une machine complexe que je comprenais jusqu'à la dernière ligne de code. Les longues heures ou les urgences du week-end ne me dérangeaient pas. Je m'épanouissais dans le défi, dans le fait d'être la personne qui pouvait tout réparer. Je croyais sincèrement que mon dévouement et la qualité de mon travail étaient tout ce qui comptait. Je pensais que la méritocratie était quelque chose de réel, pas seulement un mot qu'il mettait dans le manuel de l'employé. J'étais loyale, profondément et bêtement loyale. J'ai refusé 2 autres offres d'emploi pendant cette période, parce que je ressentais un sentiment d'appartenance, de responsabilité. Je maintenais à moi seule toute l'infrastructure numérique d'Innovate Logistics, et j'en étais fière. L'entreprise grandissait vite, et j'avais l'impression de grandir avec elle. J'étais naïve, n'est-ce pas? Je pensais que la compétence était un bouclier. Je n'avais pas réalisé que dans le monde de l'entreprise, parfois, les lumières font que créer les ombres les plus sombres, où les gens, peu sur d'eux, peuvent se cacher. Et mon ombre était sur le point de devenir très sombre. Il s'appelait Richard, et il est arrivé comme un front orageux, tout en esbrouffe et en parfum de luxe. Il a été engagé 2 ans après mes débuts, venu d'un énorme conglomérat sans âme, pour être notre nouveau directeur des opérations technologiques. Il avait un MBA d'une grande école et un vocabulaire composé à 90% de mots à la mode. Le premier jour, il a convoqué une réunion générale et a parlé pendant 1 heure de synergiser nos compétences clés, de tirer parti des paradigmes de rupture et de
idéer des propositions de valeur de nouvelle génération. Je me souviens d'avoir regardé mes collègues, ceux qui faisaient vraiment tourner les serveurs, et d'avoir vu une mer de visages vides et confus. Ma première interaction directe avec lui a eu lieu une semaine plus tard. Je venais de terminer une migration majeure de nos données clients vers un serveur plus sécurisé, un projet sur lequel j'avais travaillé pendant 2 mois d'affilée. Lors de la réunion hebdomadaire de la direction, Richard a présenté mon travail comme le sien. Il a utilisé quelques-unes de mes diapositives, mais il avait remplacé mon nom par le sien. J'étais assise au fond de la salle, car je n'étais invitée que pour être disponible pour toute question technique approfondie. Lorsque le PDG a loué la transition parfaite, Richard a simplement souri et dit « Merci. Mon équipe et moi nous efforçons de viser l'excellence. » Mon équipe. J'étais toute l'équipe. J'ai senti une pointe de colère brûlante dans ma poitrine, mais je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? J'étais une analyste des systèmes. Il était directeur. Je me suis dit que c'était pour le bien du département. J'ai essayé de gérer ça de manière professionnelle. J'ai planifié une réunion avec lui, et j'ai tenté d'expliquer que je pensais qu'il était important que les dirigeants sachent qui faisait réellement le travail. Il s'est simplement penché en arrière dans son fauteuil, un sourire condescendant aux lèvres, et m'a dit « Anna, dans un environnement d'entreprise, il ne s'agit pas de héros individuels. Il s'agit de l'équipe, et je suis le chef de cette équipe. Le mérite rejaillit sur nous tous. » Il avait cette façon de me parler, de prononcer mon nom comme si c'était un morceau de nourriture qu'il avait trouvé coincé entre ses dents. À partir de ce jour, un schéma s'est dessiné. Il oubliait de m'inviter aux réunions de planification de mes propres projets. Il me demandait de lui envoyer par email des résumés détaillés de mes progrès, qu'il transférait ensuite à ses supérieurs sous son propre nom. Les collègues qui venaient autrefois me voir pour tout ont commencé à devenir plus distants. Ils voyaient ce qui se passait. Ils voyaient comment il dénigrait mes suggestions en réunion publique, pour ensuite les reproposer comme sa propre idée une semaine plus tard. Ils voyaient, mais ils avaient peur. Il avait le pouvoir d'embaucher et de licencier. J'ai essayé de parler à son patron, le directeur de la technologie, mais Richard avait déjà fait sa magie. Il s'était positionné comme le brillant stratège, et moi comme la technicienne difficile mais talentueuse, qui avait besoin d'une gestion ferme. Le directeur de la technologie m'a juste dit de faire confiance au processus et de essayer d'avoir plus l'esprit d'équipe. J'étais victime de gaslighting de la part de toute la chaîne de direction, et ma croyance en la méritocratie commençait à s'effriter, morceau par morceau douloureux. L'idée du projet Chimère est née du désespoir et d'un éclair d'inspiration tard dans la nuit. Innovate Logistics avait un problème majeur. Nos 3 systèmes opérationnels principaux, la gestion des stocks, des expéditions et des clients, étaient complètement séparés. Ils ne communiquaient pas entre eux. Cela signifiait que pour avoir une vue d'ensemble de l'activité d'un seul client, il fallait que 3 personnes différentes extraient 3 rapports différents, qui devaient ensuite être compilés manuellement dans une feuille de calcul. C'était incroyablement inefficace et entraînait des erreurs coûteuses. Ma solution était ambitieuse. Une base de données unique et unifiée. Un système nerveux central pour toute l'entreprise qui intégrerait tout. Une seule source de vérité. J'ai passé 1 mois de mon temps personnel, après le travail, à construire une preuve de concept. J'ai dessiné l'architecture, calculé les économies potentielles, qui se chiffraient en millions par an, et préparé une proposition détaillée. Je l'ai présentée au directeur de la technologie. Il a été époustouflé. Ceci, dit-il, était le genre d'initiative visionnaire dont l'entreprise avait besoin. Et puis, il a prononcé les mots qui m'ont brisé le cœur. C'est une initiative stratégique majeure. Elle a besoin d'un responsable au niveau de la direction. Je mets Richard aux commandes. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie d'étaler les 2 ans de preuves que j'avais accumulées, démontrant que Richard était un incapable. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. Je croyais encore, bêtement, que le travail parlerait de lui-même. Si je construisais quelque chose de brillant, ma contribution serait indéniable, peu importe qui était officiellement en charge. Alors, je me suis lancée. Pendant l'année qui a suivi, le projet Chimère a été toute ma vie.
J'en étais la seule architecte, conceptrice et codeuse. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour. Je dînais si souvent à mon bureau que le concierge de nuit connaissait ma commande à emporter préférée. Je construisais un chef-d'œuvre. C'était complexe, élégant et puissant. C'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. La contribution de Richard à cet effort monumental consistait à planifier une réunion de synergie hebdomadaire. Dans ces réunions, il s'asseyait en bout de table, fixait les graphiques de progression qu'il m'avait fait préparer et posait des questions profondes comme « Optimisons-nous notre flux de travail pour un impact maximal ?» Ou ma préférée « Comment pouvons-nous rendre cela plus nuageux ?» Il ne comprenait pas une seule ligne de code, un seul schéma de base de données, un seul appel d'API. Son ignorance était une chose vivante et palpable dans la pièce. Je me souviens d'un incident en particulier. Il avait insisté, sur la base d'un article qu'il avait lu dans un magazine de bord, sur le fait que nous devions désiloter nos flux de données. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, et moi non plus, dans le contexte de ce que je construisais. Mais il a insisté. Il est venu à mon bureau, a physiquement pris ma souris et a commencé à cliquer dans l'outil d'administration de la base de données, essayant de lier 2 tables qu'il pensait devoir être liées. Il était sur le point d'exécuter une commande qui aurait corrompu l'ensemble des données clients. J'ai vu ce qu'il faisait et j'ai réussi à crier « Stop !» juste au moment où son doigt s'apprêtait à appuyer sur la touche Entrée. J'ai dû passer tout le week-end à reconstruire méticuleusement l'index qu'il avait endommagé. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai juste réparé ces bêtises, un autre acte de loyauté invisible envers une entreprise, qui laissait un imbécile mettre en péril son avenir. Alors que le projet Chimère approchait de sa finalisation, quelque chose a changé chez Richard. Son ingérence inutile s'est transformée en sabotage actif. Je pense qu'il a finalement commencé à comprendre qu'il était totalement inutile au succès du projet, et que son achèvement le démasquerait comme l'imposteur qu'il était. Plus j'approchais de la ligne d'arrivée, plus il se sentait menacé, et plus il intensifiait sa campagne de tyrannie mesquine. Les réunions de synergie hebdomadaires sont devenues des supplices quotidiens. Il a commencé à exiger des rapports, non seulement sur l'avancement, mais sur mon activité minute par minute. Il voulait un décompte détaillé de mon temps, par tranche de 15 minutes, soumis dans un modèle Excel alambiqué qu'il avait conçu lui-même. C'était une perte de temps délibérée et malveillante, une tâche conçue pour me prendre 2 heures de ma journée qui aurait pu être consacrée à finir réellement le projet. Puis, il a commencé à m'attaquer en public. Lors des réunions d'équipe, avec mes collègues, les témoins, assis juste là, il remettait publiquement en question mes choix de conception. « Anna, disait-il devant tout le monde, je regarde ce module. Il semble trop complexe. Êtes-vous sûr que c'est l'approche la plus efficace? Mon expérience chez Globocorp m'a appris que la simplicité est la clé. » Il ne savait pas ce que faisait le module, bien sûr. Il lisait simplement le nom sur un diagramme. Je devais alors expliquer patiemment, en termes simples, pourquoi la complexité était nécessaire pour gérer notre logique métier spécifique. Le moment le plus humiliant est survenu lors d'une réunion préparatoire pour le directeur de la technologie. Richard était censé lui présenter l'architecture générale du projet Chimère. Il a affiché un de mes diagrammes à l'écran, mais il avait réussi à le mettre à l'envers. Il n'a pas remarqué. Il a commencé à pointer les icônes de base de données qui se trouvaient maintenant en haut de l'écran, en les appelant des nœuds d'entrée orientés utilisateurs. Il racontait des bêtises absolues et pures. Le directeur de la technologie avait l'air confus. Mes collègues silencieux et terrifiés, fixaient intensément leurs bloc-notes, le sol, n'importe où sauf l'écran. J'ai ressenti une vague de gêne par procuration si intense que j'en avais le vertige. J'avais le choix. Le laisser continuer à se ridiculiser et potentiellement couler le projet, ou le corriger et affronter sa colère. J'ai choisi la deuxième option. « Richard, ai-je dit, aussi doucement que possible, je crois que la diapositive était peut-être inversée. » Il s'est arrêté. Il a fixé l'écran, puis moi. Une rougeur sombre et laide a envahi son cou. Il a marmonné quelque chose sur le projecteur, qui était mal réglé
et est rapidement passé à la diapositive suivante. Il ne m'a pas adressé la parole du reste de la journée, mais le regard qu'il m'a lancé était du pur poison. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à glisser ses nouveaux mots préférés dans les conversations avec d'autres managers. Standardisation, conformité, procédure d'entreprise. Il était en train de monter un dossier, de tendre un piège. Il soutenait que mon travail, le travail qui allait faire économiser des millions à l'entreprise, était une opération non autorisée, une menace pour ces normes fraîchement inventées. Et je tombais droit dans son piège, trop concentré sur la ligne d'arrivée, pour voir le couteau qu'il aiguisait pour mon dos. La dernière semaine a été un tourbillon d'activités frénétiques. Le projet Chimère était achevé à 99%. J'avais corrigé les derniers bugs, optimisé la performance des requêtes jusqu'à ce qu'elles soient fulgurantes. Et je me préparais pour la démonstration finale et complète, à tout le conseil d'administration, prévu pour le mercredi suivant. C'était le grand moment. Le moment qui allait valider une année de nuits blanches et de sacrifices. Je ressentais une excitation nerveuse et pétillante. Peu importe à quel point Richard avait essayé de me mettre des bâtons dans les roues, le travail était fait. Il était brillant. Il était indéniable. Il ne pouvait pas s'en attribuer le mérite, pas vraiment. Quand il verrait ce que ça pouvait faire, quand il verrait les données en direct circuler de manière fluide, quand il verrait des années d'inefficacité disparaître en un seul clic, il devrait l'en savoir. Il devrait reconnaître qu'il avait réellement construit. Richard, cependant, était un fantôme. Il me parlait à peine, communiquant uniquement par des emails laconiques aux objets vagues et menaçants, comme réalignement stratégique à venir et examen de conformité. Il passait beaucoup de temps en réunion à huis clos, avec des gens des RH et le responsable de la sécurité des systèmes d'information. J'aurais dû m'inquiéter davantage, mais j'étais trop occupée à peaufiner mon chef-d'œuvre. Je pensais qu'il ne faisait que se donner des airs, essayant de paraître important à l'approche de la grande révélation. Je me souviens de l'avoir vu passer devant mon bureau, un fin sourire satisfait aux lèvres, et dire « Grand jour la semaine prochaine, Anna. Out. Anna. Assurez-vous d'être prête à parler de l'adhésion du projet au nouveau cadre Cloud First. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Il n'y avait pas de nouveau cadre Cloud First. C'était quelque chose qu'il avait complètement inventé. J'ai juste hoché la tête en disant « Bien sûr », et je suis retournée à mon code. La veille de la réunion fatidique. Le mardi, je suis restée tard, effectuant un dernier diagnostic de bout en bout. Tout était parfait. Le serveur bourdonnait doucement dans le rack, un témoignage monolithique de mon travail. J'ai posé ma main sur le boîtier métallique chaud et j'ai ressenti une vague ridicule de fierté et d'affection. J'avais l'impression que c'était une partie de moi. Alors que je rangeais mes affaires pour partir, j'ai regardé le bureau vide. Le silence semblait chargé, différent. Ce n'était pas le calme paisible d'une fin de journée productive. C'était le silence tendu et lourd avant une tempête. J'ai mis ça sur le compte du tract d'avant-démonstration. J'ai quitté ce bâtiment avec le sentiment d'être à l'aube du plus grand triomphe de ma carrière, complètement et totalement aveugle, au fait que je ne marchais pas vers une ligne d'arrivée, mais vers une exécution. Le lendemain matin, je suis arrivée et j'ai trouvé un email de Richard intitulé « Réunion urgente de révision du projet Chimère », prévue pour 10 heures du matin. La liste des invités était courte. Juste moi, Richard, et 2 des gars les plus expérimentés de l'équipe d'infrastructure, les témoins. Je suis entrée dans la petite salle de conférence sans fenêtre avec un nœud d'angoisse qui se serrait dans mon estomac. Richard était déjà là, assis en bout de table, l'air incroyablement content de lui. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste fait un geste vers la chaise en face de lui. « Anna, merci de nous rejoindre. » a-t-il commencé, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. « Nous devons discuter d'un grave problème de conformité avec le projet Chimère. » Il s'est lancé dans un discours de 5 minutes, rempli de sa salade habituelle de mots à la mode. Il a parlé d'environnement de développement non autorisé, de provisionnement de serveurs non standards et d'un manquement critique à l'adhésion au nouvel impératif stratégique Cloud First de l'entreprise.
C'était le cadre qu'il avait inventé. Il le traitait comme si c'était parole d'évangile dans l'entreprise. Il a ensuite tourné son ordinateur portable vers moi. À l'écran se trouvait le portail d'administration de nos serveurs internes. Le serveur de mon projet, celui que je venais de vérifier avec amour la nuit précédente, était en surbrillance. Ce serveur, a-t-il dit, la voix baissée pour un effet dramatique, a été provisionné en dehors des canaux approuvés. Il représente un risque important pour la sécurité et la conformité. C'est, à toutes fins utiles, de l'informatique fantôme. J'ai commencé à parler, à me défendre, à expliquer que le serveur avait été provisionné il y a 1 an, bien avant que son faux cadre n'existe. Mais il a levé la main. Ça n'a pas d'importance, Anna. Ce qui compte, c'est que nous, en tant que département, suivions la procédure. Et la procédure pour les actifs non conformes est claire. Il a pris sa souris. Il a déplacé le curseur sur le bouton. Terminer l'instance. Je l'ai regardé, hypnotisé. J'avais l'impression que le temps ralentissait. Je pouvais voir les visages de mes collègues, leurs yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de peur. Ils savaient ce qui se passait. Ils connaissaient le travail que j'avais fourni. Mais ils sont restés là, silencieux comme des pierres. Il m'a regardé droit dans les yeux, ce sourire suffisant et haineux se répandant sur son visage. Ce serveur n'est pas conforme à notre nouvelle initiative axée sur le cloud. Vous allez devoir tout recommencer. Et il a cliqué sur le bouton. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement cette ressource? Cette action est irréversible. Il a cliqué sur « Confirmer ». Sans la moindre hésitation, à l'écran, si l'état du serveur est passé de « En cours d'exécution » à « En cours de terminaison », puis à « Supprimer ». Une année de ma vie partie en fumée. La pièce était absolument silencieuse. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il voulait des larmes, des supplications, de la colère. Il se nourrissait de ça. Mais à cet instant, alors que la réalité m'envahissait, je n'ai rien ressenti de tout cela. La blessure, la frustration, les années de ressentiment silencieux, tout ça n'a pas explosé. Ça a gelé. Ça s'est solidifié en un unique point de clarté, dur comme le diamant. Je l'ai enfin vu pour ce qu'il était. Un petit homme mesquin et peu sûr de lui dont le seul pouvoir venait de la destruction de choses qu'il ne pouvait pas construire. Et j'ai vu l'entreprise pour ce qu'elle était. Un endroit qui permettrait à un homme comme ça de prospérer. J'ai pris une lente inspiration. Je l'ai regardé dans les yeux, mon expression complètement calme. « D'accord, Richard, » ai-je dit. Ma voix était égale, tranquille. Je me suis levée, j'ai tourné les talons et je suis sortie de la pièce, le laissant assis là, dans son moment de victoire creuse. Je suis retournée à mon bureau, ignorant les regards choqués du reste de l'équipe. Je ne me suis pas connectée à mon ordinateur. J'ai ouvert mon téléphone personnel, je suis allée dans mes emails et j'ai ouvert un brouillon que j'avais écrit des semaines auparavant, dans un moment de rêverie. La destinataire était Sarah Jenkins, l'architecte en chef de Nexus Logistics, notre plus grand concurrent. Elle avait essayé de me recruter 1 an plus tôt. L'objet était simple. Je suis disponible. J'ai ajouté une seule ligne au corps de l'email, avec effet immédiat. Puis, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Ce fut la frappe au clavier la plus puissante et la plus libératrice de toute ma vie. Je n'ai pas attendu de réponse. Je savais qu'elle viendrait. J'ai pris la petite boîte en carton que je gardais sous mon bureau pour le recyclage et j'ai commencé à emballer mes affaires. Ça n'a pas pris longtemps. Il y avait ma tasse à café préférée, celle avec un chat de dessin animé qui disait « Je corrige silencieusement votre grammaire ». Il y avait une photo encadrée de ma sœur et moi à la plage. Il y avait mon clavier et ma souris ergonomiques, ceux que je m'étais achetés parce que ceux fournis par l'entreprise étaient bas de gamme et pénibles à utiliser. Quelques livres techniques. C'était tout. 5 ans de ma vie et tout tenait dans une seule et fragile boîte. Mes collègues me regardaient, leur visage un mélange de pitié et d'admiration. L'un d'eux, un développeur junior nommé Kevin, s'est approché et a murmuré « Ça va ?» Ce qu'il a fait, c'était insensé. Je lui ai juste souri. Un vrai sourire sincère pour la première fois
depuis ce qui me semblait être des années. Je vais mieux que bien, Kevin. Je suis libre. Alors que je fermais la boîte avec du ruban adhésif, Richard s'est approché d'un pas nonchalant, les mains dans les poches, rayonnant de suffisance. « Ne sois pas si dramatique, Anna, » a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende. « C'est juste un petit contretemps. Considère ça comme une bonne occasion d'apprendre. Une chance de reconstruire avec une supervision adéquate dès le début. » Je ne l'ai même pas regardé. J'ai pris ma boîte, je me suis tournée vers la sortie et je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas dit au revoir. Je pouvais sentir son regard confus et en colère dans mon dos alors que je passais mon badge pour la dernière fois. Le trajet jusqu'à ma voiture était surréaliste. L'air semblait plus pur, le ciel plus lumineux. Le poids des 2 dernières années, un poids que je n'avais même pas pleinement réalisé que je portais, avait tout simplement disparu. Je suis montée dans ma voiture, j'ai posé la boîte sur le siège passager et je suis restée assise là 1 minute, à respirer. Puis, mon téléphone a vibré. C'était un email de Sarah de Nexus Logistics. L'objet était « Oui, je suis disponible. » Et le message était court. « Anna, la meilleure nouvelle que j'ai eue de toute l'année. Peux-tu parler maintenant? » Avant même que je puisse répondre, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était elle. « S'il te plaît, dis-moi que tu es sérieuse, » a-t-elle dit, sa voix crépitant d'excitation. Je lui ai raconté la version courte de ce qui venait de se passer. Il y a eu un moment de silence stupéfait de son côté, puis elle a simplement dit « Sa perte est notre gain colossal. Anna, l'offre que je t'ai faite l'année dernière est toujours sur la table, mais oublie-la. Elle n'est pas assez bonne. Nous lançons une nouvelle initiative de plateforme stratégique et je veux que tu la diriges. Architecte senior. Tu pourras constituer ta propre équipe. Et commençons les négociations salariales à 30% de plus que notre dernière offre. Qu'en dis-tu? » Je crois que j'ai éclaté de rire. Le contraste était si frappant que c'en était presque comique. Le coup de grâce de Richard était de qualifier son acte de vandalisme professionnel de « occasion d'apprendre » pour moi. La première chose que Sarah a faite a été de m'offrir une « opportunité colossale » de diriger. « Ça me semble parfait, Sarah, » ai-je dit. « Quand est-ce que je peux commencer? » J'ai commencé chez Nexus Logistics le lundi suivant. C'était le jour et la nuit. Ils ne m'ont pas seulement donné un nouvel ordinateur portable, ils m'ont demandé quelle était ma machine idéale et l'ont commandé. Ils ne m'ont pas seulement donné un projet, ils m'ont donné un budget, un effectif de 3 développeurs seniors, et la liberté de construire ma vision de la bonne manière. Ma nouvelle patronne, Sarah Sao, patronne Sarah, était tout ce que Richard n'était pas, brillante, encourageante et techniquement compétente. Notre première réunion ne portait pas sur la synergie ou les paradigmes. C'était une plongée profonde et exaltante dans l'architecture système, sur un tableau blanc. C'était comme de rentrer à la maison. Pendant ce temps, chez Innovate Logistics, la pourriture commençait à faire surface. La grande démonstration à la direction pour le projet Chimère a bien sûr été annulée. Richard a envoyé une note expliquant que le projet subissait une réévaluation stratégique pour mieux s'aligner sur la dynamique du marché. Il a promis qu'une nouvelle version, plus robuste, serait prête dans 6 mois, un délai qu'il a sorti de son chapeau. Pendant quelques jours, son mensonge a tenu, mais ensuite, le téléphone a sonné. C'était M. Anderson, le directeur des systèmes d'information de notre plus gros client, une chaîne de vente au détail massive dont le contrat valait plus de 10 millions de dollars par an. Toute leur activité dépendait de notre logistique. Et ils attendaient avec impatience le projet Chimère que je leur avais personnellement présenté à ses débuts. M. Anderson appelait pour avoir un compte-rendu d'avancement avant la démonstration. L'appel, bien sûr, a été transféré à Richard. Il a essayé de bluffer, servant à M. Anderson le même jargon d'entreprise que dans sa note. Mais M. Anderson était perspicace. Il était dans le métier depuis 30 ans et pouvait sentir les balivernes à 1 kilomètre. Après quelques minutes, quelques minutes de réponses évasives, il est allé droit au but. « Richard, tout cela semble très vague.
a-t-il dit. Pouvez-vous simplement me passer Anna? Elle peut me donner le véritable topo technique en 5 minutes. Il y eut un long silence accablant. J'ai appris cette partie plus tard par Kevin, le développeur junior, qui était présent lors de l'appel pour prendre des notes. Richard a dû finalement admettre la vérité. Et dit-il, sa voix perdant soudain toute son esbrouffe. Anna ne travaille plus pour l'entreprise. Monsieur Anderson était furieux. Comment ça? Elle ne travaille plus pour l'entreprise. C'est la seule chez vous qui sait comment fonctionnent nos systèmes. Tout le projet Chimère était son idée. Richard a tenté de le rassurer en disant que tout était sous contrôle, mais le mal était fait. Monsieur Henderson a terminé l'appel en disant « Vous avez 30 jours pour me présenter une démonstration viable et fonctionnelle d'un remplacement pour Chimère. Pas un plan, pas une promesse. Une démo qui fonctionne. Si vous ne le pouvez pas, nous invoquons la clause de résiliation pour manquement grave de notre contrat. » À l'instant où il a raccroché, une panique absolue a éclaté chez Innovate. Ils avaient enfin compris. Je n'étais pas juste un rouage dans la machine. J'étais l'ingénieur qui avait construit toute la fichue machine. Et ils venaient de laisser un imbécile me jeter à la poubelle. L'appel de mon ancienne entreprise est arrivé une semaine plus tard. J'étais au milieu d'une séance de brainstorming avec ma nouvelle équipe chez Nexus, en train de dessiner sur un tableau blanc ce que nous appelions le projet Phoenix, le successeur spirituel de Chimère, mais en plus grand, meilleur et correctement financé. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. « Allô? » ai-je dit. « Anna? C'est Catherine Bishop. » C'était la directrice des opérations d'Innovate Logistics, une femme que j'avais autrefois immensément admirée, une dirigeante brillante et pragmatique que j'avais toujours considérée comme l'une des bonnes. Sa voix, habituellement si posée et puissante, était tendue par le désespoir. « Anna, je suis tellement désolée, » a-t-elle commencé. « Je ne vais pas chercher d'excuses. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous avons commis une erreur catastrophique. » Je suis restée silencieuse, la laissant parler. « Richard a été licencié, » a-t-elle dit. Ses actions étaient inexcusables et non représentatives de cette entreprise. La satisfaction que j'ai ressentie à ce moment-là était une chose profonde, chaleureuse et silencieuse. Elle n'était ni triomphante ni bruyante. C'était le sentiment simple et net d'une équation équilibrée. « Nous avons besoin que tu reviennes, Anna, » a-t-elle poursuivi, la voix suppliante. « Le comte Henderson est en jeu, mais c'est plus que ça. Tu es un élément vital de cette entreprise. Nous le savons maintenant. Nous voulons réparer notre erreur. Tu peux écrire tes propres conditions. Nous créerons un nouveau rôle pour toi, architecte principal. Tu reporteras directement au directeur de la technologie. Nous doublerons ton ancien salaire. Dis-nous ton prix. S'il te plaît, reviens et répare ça. » Il y a 2 semaines, cette offre aurait été la validation que j'avais attendue pendant des années. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Le titre, l'argent, le respect. Mais en l'entendant maintenant, cela ne me faisait aucun effet. C'était un pot de vin né de la panique, pas une appréciation sincère. Ils ne m'estimaient pas et ne timaient pas moi. Ils estimaient ce que je pouvais faire pour eux en temps de crise. « Catherine, » ai-je dit, ma voix calme et stable. « J'apprécie l'offre, vraiment, mais je crains de devoir la décliner. » Je pouvais entendre sa brusque inspiration. « J'ai accepté un poste dans une autre entreprise. »« Où ?» a-t-elle demandé, une note d'effroi dans la voix. « Nexus Logistics, » ai-je dit, et j'ai savouré le long silence de mort à l'autre bout du fil. Elle savait ce que cela signifiait. Nexus était leur plus féroce concurrent. « Je dirige une nouvelle équipe de développement de plateforme ici, » ai-je continué, tournant le couteau dans la plaie, juste un peu. C'est une opportunité fantastique. D'ailleurs, nous sommes déjà en pourparlers préliminaires avec un nouveau client majeur du secteur de la logistique de détail. Quelqu'un qui était apparemment très insatisfait de son fournisseur actuel et qui recherche un partenaire plus innovant et plus stable.
Je n'ai pas eu besoin de prononcer le nom Anderson. Elle savait. J'ai entendu un son qui aurait pu être un sanglot étouffé, ou juste un soupir de défaite totale et absolue. « Je vois » a-t-elle murmuré. « Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Anna. » Je savais ce qu'elle pensait. Ils n'avaient pas seulement perdu une employée. Ils avaient armé leur plus grand rival avec la seule personne qui pouvait démanteler leur entreprise de l'extérieur. Cela fait 6 mois que j'ai quitté Innovate Logistics avec ma vie dans une boîte en carton. 6 mois que la seule frappe arrogante de Richard a mis ma véritable carrière en marche. Ici, chez Nexus, le projet Phoenix est passé d'un concept sur un tableau blanc à une plateforme entièrement déployée en un temps record. Avec une équipe qui me soutenait, un vrai budget et une direction qui me faisait confiance, j'ai pu construire quelque chose qui faisait passer chimère pour un prototype. C'est plus rapide, plus évolutif et plus puissant que tout ce que j'aurais pu faire seul dans mon ancienne entreprise. C'est le genre de travail que l'on ne peut faire que lorsqu'on nous en donne les moyens, et pas seulement la permission. Il y a 2 mois, nous avons officiellement signé avec l'entreprise de M. Anderson. C'était le plus gros contrat de l'histoire de Nexus. M. Anderson lui-même est venu à la signature, m'a serré la main et a dit « Nous n'investissons pas dans des entreprises, Anna. Nous investissons dans des gens. Nous sommes heureux de vous avoir retrouvés. » Cela m'a fait plus de bien que n'importe quelle vengeance. Quant à Innovate Logistics, les retombées ont été exactement celles que l'on pouvait attendre. Ils ont perdu le contrat à Anderson, qui représentait environ 20% de leur chiffre d'affaires annuel. La perte a été si importante qu'ils ont dû l'annoncer à leurs investisseurs, et le cours de leur action s'est effondré. Ils ont dû licencier la quasi-totalité de la division qui soutenait ce contrat, soit une 15aine de personnes au total. J'ai appris par Kevin que l'atmosphère là-bas est sombre. Un endroit qui était autrefois débrouillard et amusant n'est plus qu'un lieu de peur et de regret. Et Richard? Les rumeurs vont vite. L'histoire de ce qu'il a fait et de ses conséquences à 10 millions de dollars a fait le tour de notre secteur relativement petit. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il était toujours en train d'explorer des opportunités, ce qui est une façon polie de dire que personne ne veut de lui. En fin de compte, il ne s'agissait jamais vraiment de vengeance. Je ne célèbre pas leur échec. Ce que je célèbre, c'est mon propre succès. La vraie victoire n'a pas été de voir Richard tomber. Elle a été de me voir m'élever. Pendant des années, j'avais lié ma propre valeur à leur validation. Je me suis tuée à la tâche en espérant qu'un jour, ils se retourneraient et diraient « Nous te voyons, nous t'apprécions. » Mais ce jour n'est jamais venu. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre détermine votre valeur. Votre valeur n'est pas un chiffre dans un système de paie ou un titre sur une carte de visite. Elle est inhérente. Elle réside dans vos compétences, vos connaissances, votre intégrité et votre résilience. Au moment où Richard a effacé mon travail, il n'a pas détruit ma valeur. Il a simplement coupé la chaîne qui me retenait à un endroit qui refusait de la reconnaître. Il m'a libérée. Si vous êtes dans une situation comme celle-là, où vous savez que vous êtes sous-évalué ou manquez de respect, s'il vous plaît, n'attendez pas un moment dramatique et catastrophique pour faire un changement. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un brûle votre monde pour trouver le courage d'en construire un nouveau. Votre moment de clarté peut être une décision tranquille que vous prenez pour vous-même, aujourd'hui. Croyez-moi, la meilleure vengeance n'est pas de les voir échouer. Elle ne les concerne même pas. Il s'agit de construire votre propre succès si complètement que vous avez à peine le temps de regarder en arrière.